Alors l'effet rebond, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. En fait, ça a été inventé par un économiste du 19e siècle qui s'appelait Stanley Jevons, qui avait travaillé sur la question du charbon, the coal question, ça n'a pas été traduit en français. Et en fait, la question que se posaient les Anglais dans le dernier quart du 19e siècle, enfin dans ces eaux-là, c'était en fait à l'époque une puissance exportatrice très importante du charbon, une grande partie du charbon avant que l'Allemagne, la France, etc. décollent, et les États-Unis, beaucoup étaient exportés d'Angleterre, et donc il y avait la question de savoir si les mines de charbon anglaises allaient y suffire ou pas. Donc il y avait une commande publique qui avait été passée à M. Jevons pour dire est-ce qu'on va tomber en panne de charbon à un moment ou à un autre, est-ce qu'il va y avoir pénurie? Déjà on se posait ces questions-là. Et donc Jevons s'interroge des gens, etc. Évidemment, le charbon est consommé dans les machines à vapeur, et les spécialistes lui disent les machines à vapeur, c'est formidable parce qu'il y a du progrès technologique et elles consomment de moins en moins de charbon pour le même travail rempli. Donc du coup, on va se mettre à consommer de moins en moins de charbon, et donc il n'y aura pas de problème de pénurie de charbon en Angleterre ou ailleurs. Et Jevons a cette fulgurance, il répond mais non, c'est le contraire qui va se passer. En fait, si chaque machine, grâce au progrès technologique, consomme de moins en moins de charbon, alors elle va devenir compétitive dans de plus en plus d'endroits, et donc il va y avoir de plus en plus de machines, et même si chacune consomme moins, il va y avoir une explosion de la demande de charbon. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors après, il n'y a pas eu pénurie de charbon en Angleterre. Enfin, l'histoire du charbon en Angleterre s'est terminée pour d'autres raisons, mais c'est ça l'idée de l'effet rebond, et l'effet rebond, si vous regardez bien, marche partout. Alors il y a un métal qui s'appelle le rhénium, qui est assez cher, mais qui est produit à quelques dizaines de tonnes dans le monde. C'est utilisé que dans les ailettes des turboréacteurs d'avions. Grâce à ce métal, les turboréacteurs ont augmenté la température de fonctionnement de ces turboréacteurs. On a gagné 15-20% de consommation de kérosène. Formidable. Qu'est-ce que ça donne? L'aviation low cost. Ça permet de faire des billets qui vont être moins chers. Donc vous allez développer en fait le besoin. Quand on fait du covoiturage de longue distance, c'est super le covoiturage de longue distance. Je vais faire Paris-Strasbourg avec 3 personnes dans la voiture au lieu d'une. Très bien. Mais en fait, ça n'a pas enlevé 2 voitures de la route. Il y a peut-être une personne, l'offre a créé la demande. Je vais pouvoir aller à Strasbourg pour 15 €, donc j'y vais. Ou les étudiants vont rentrer plus souvent dans leur famille, ou etc., etc. Il y a peut-être des gens qui montaient dans le train qui ne montent plus. Enfin, il y a plein d'effets comme ça sociologiques et qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, le développement du covoiturage ne fait pas baisser la facture de carburant. Vous avez même un effet rebond dans les voitures elles-mêmes, puisque vous savez que là, on progresse, on continue à progresser dans la motorisation des voitures, mais la motorisation des voitures, toujours plus efficace, eh bien, elle est mangée par le fait que la voiture moyenne aujourd'hui qui est vendue est de plus en plus lourde. Grâce au développement des SUV, la voiture qui a été vendue, la moyenne en 2019, elle émet plus de CO2 qu'en 2018, et celle de 2018 a plus émis de CO2 qu'en 2017, malgré tous les progrès technologiques. Et puis l'effet rebond, là où il est le plus présent, c'est évidemment le numérique. Dans le numérique, il y a des gains exceptionnels qui sont faits dans l'architecture des data centers qui consomment de l'énergie, dans la température de fonctionnement, la manière de les refroidir, nos propres objets, les réseaux télécoms qu'on optimise. Tout ça, ça améliore la quantité d'énergie dont on a besoin pour transporter ou stocker 1 octet. Pas de problème. Et d'ailleurs, le prix baisse beaucoup. Et comme le prix baisse, eh bien, du coup, vous avez un doublement de toutes les données qu'on a besoin de stocker et de transporter tous les 12 à 18 mois. Et donc, ce doublement tous les 12 à 18 mois, vous verrez, ça va très vite, finit par faire une facture extrêmement importante. Donc, du coup, toute l'histoire de l'humanité a montré qu'à chaque fois qu'on a fait un progrès technologique, à chaque fois qu'on a fait de l'efficacité, efficacité énergétique, efficacité matière, eh bien en face, on a développé la demande et donc développé la facture globale et pas l'inverse. Or, aujourd'hui, on sait qu'il faudrait être capable de baisser la facture globale, facture énergétique, ou en tout cas au moins les émissions de CO2. L'effet rebond, c'est un concept en économie écologique. En fait, quand on a un gain d'efficacité ou de sobriété, on arrive à économiser un petit peu d'énergie, un petit peu de matière. Je ne sais pas, par exemple, tu arrêtes de manger de la viande, et donc ça va économiser un petit peu parce que ton empreinte carbone et l'alimentation va baisser, ou une entreprise arrive à trouver une nouvelle technologie qui va lui permettre de produire en utilisant moins de matière ou un truc comme ça, en recyclant des déchets. Et ben on se rend compte qu'une partie de cette énergie et cette matière qui va être économisée va être réutilisée quelque part d'autre. Elle va rebondir un petit peu, c'est ça. Donc il y a des effets rebonds microéconomiques à l'échelle individuelle. Donc par exemple, on s'est rendu compte quand on observe les personnes qui passent à l'électrique, ou à l'époque à l'hybride, et ben en fait elles se disent « Ah bah maintenant j'ai une hybride,
Donc c'est cool, c'est écolo. Et donc en fait, je conduis plus qu'avant. Donc je prends plus souvent la voiture. Donc même si ta voiture, elle consomme moins, tu économises un petit peu, mais tu te mets à faire plus de kilomètres. Donc en fait, ça rebondit un petit peu. Donc ça ne vient pas forcément rebondir complètement. Ça dépend de ton usage. Pareil, un effet rebond, là qu'on dirait microéconomique indirect. Tu arrêtes de manger de la viande. Bon, la viande, c'est une grande partie du budget de l'alimentation. D'un coup, tu te rends compte que bon, bah, tu as économisé pas mal d'argent sur quelques mois. Tu te dis, bah, trop bien, j'ai un peu de sous, bah, je vais aller en vacances. Et tu prends l'avion pour aller en vacances. En fait, les émissions que tu n'as pas émises en mangeant de la viande, elles vont rebondir dans ton billet d'avion. Donc, ça, c'est à l'échelle microéconomique. Et quand tu observes à l'échelle macroéconomique, donc tu regardes tous les gains à travers la sobriété et l'efficacité, et tu regardes comment ces gains sont utilisés. Et bien en France, là, il y a une étude qui vient d'être publiée qui nous montre qu'en moins de 24 mois, on a un rebond de 101%. Ça veut dire que la totalité de tous les gains, là c'est juste pour l'énergie, de tous les gains énergétiques à travers la sobriété et l'efficacité rebondissent quelque part d'autre dans l'économie. En moins de 24 mois. Ça, c'est un chiffre hallucinant. En fait, moi je l'interprète, si tu es dans une économie où tout le monde se fait la compétition pour utiliser des ressources, pour les mobiliser, pour produire à chaque fois plus, bah toi, tu vas économiser quelque chose dans ton coin, ou une entreprise va économiser quelque chose, une autre entreprise va dire « Ah bah tiens, là il y a de la matière qui est disponible parce qu'il y a les prix qui baissent. Hop, j'y vais, je me mets à produire plus. » Et donc, ça rebondit. Donc moi, quand je vois la réponse à l'effet rebond, c'est de se dire qu'il faut changer le système pour que dès que tu arrives à économiser de l'énergie et de la matière à travers une baisse de la production, eh ben, ça vienne s'accompagner avec une réduction de la consommation. Et qu'à chaque fois, on puisse sanctuariser les ressources. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en anglais, des sanctuaires de ressources. C'est-à-dire que permettre, par exemple, d'avoir des barils légalement qui ne peuvent pas être brûlés. De se dire, ah bah tiens, là on a réussi à baisser notre empreinte matière pour être sûr que ça reste comme ça. Et bah cette forêt, on va la déclarer, c'est un parc naturel. La transition énergétique, je le dis souvent, c'est vraiment la fake news du siècle, puisqu'on empile les choses, on empile les technologies, mais on ne remplace pas les choses. Alors la voiture autonome, et je suis d'accord avec Philippe, la première question qu'on doit se poser, c'est pas toujours ce débat de technologie, c'est le débat de l'usage. On fait quoi avec? Alors la voiture autonome, ce qui est génial, tu comprends, c'est qu'en ville, tu vas pouvoir prendre un Uber, et comme il n'y a pas le chauffeur, il va te coûter 3 fois moins cher. Tu vas quand même le payer à la NPE, parce qu'il faudra quand même qu'il fasse quelque chose. Et comme il va coûter 3 fois moins cher, bah, tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps. Sauf que ça, qu'est-ce que ça fait? Un effet rebond. Hein, on l'a vu avec Uber, on a un meilleur service au même prix, on l'utilise beaucoup plus. Donc Uber, ça fait que les gens prennent beaucoup plus la voiture individuelle qu'avant. Avant, ils prenaient le transport en commun, le vélo, la marche. Maintenant, ils prennent Uber. Tout le monde a un chauffeur. Avant, les chauffeurs, c'était que les patrons du CAC 40. Maintenant, tout le monde a un chauffeur. Et l'autre problème de la voiture autonome, c'est qu'en fait, en ville, le problème, c'est pas la voiture diesel, la voiture électrique ou machin, c'est la voiture tout court. Donc quand elle sera autonome, ce sera toujours un problème. Les bouchons, c'est parce que quand on va au travail, les voitures sont remplies par 1,1 personne. Bon, est-ce que quand on va mettre des voitures avec 0 personne, est-ce que ça va résoudre le problème? Les grandes avenues parisiennes à la fin du 19e, c'était 2-3 fois le trafic des plus grandes avenues londoniennes, vous voyez, donc, ou Chicago. Donc, waouh! Et donc, la première raison de construction du métro, c'est on va faire passer, il y a des embouteillages monstres, on va faire passer en sous-sol une partie de ces gens-là, ça va permettre d'alléger le trafic de surface. Et c'est pour ça qu'on a lancé le métro parisien. Et au bout de 6 lignes, qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais qu'en fait, le métro fonctionne très bien, super, c'est très utilisé, et le trafic de surface, au lieu de baisser, mais en fait, il a augmenté. Donc, on convoque les ingénieurs pour dire, mais c'est un vrai scandale. Donc, on est en 1908-1909, et là, vous avez des dossiers produits en conseil municipal de la ville de Paris, de dossiers très sérieux pour documenter un échec sur le but premier du métro parisien. Et là, l'analyse de l'époque, c'est eh bien oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis à disposition des Parisiens et des étrangers. Les étrangers, c'est ceux qui habitent les villes périphériques. Le terme étranger, ça signifie ça. On leur a mis à disposition, quasiment texto, un moyen de transport rapide et bon marché. Eh bien, en fait, ils en ont profité pour augmenter la fréquence et la longueur de leurs déplacements. Que ce soit pour aller travailler, qu'est-ce qui se passe? Les gens, avant le métro, ils vivaient un peu dans un arrondissement, je simplifie, ils y travaillaient, ils y vivaient, ils faisaient leur commerce. Vous leur mettez à disposition un transport comme ça, ils disent « Ah ben tiens, tel nouveau travail à l'autre bout de la ville, ben, je peux y aller en métro tous les matins, etc. » Donc moi je vais le faire. Ah,
tel magasin vend, fait je sais pas, quelque chose de mieux à tel endroit, je vais y aller, c'est l'autre bout de la ville, c'est pas grave. Et donc en fait, il y a eu effectivement un développement économique qui n'était pas forcément voulu au départ, qui était réel. C'est pour ça qu'ensuite on a fait d'autres lignes. Mais par contre, la première raison, c'est un échec. On a développé texto à l'époque le goût du déplacement en mettant ce moyen à disposition. Et ça doit être une leçon pour les générations futures. C'est écrit comme ça. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle leçon on a retenue quand on voit qu'on envisage de faire un RER circulaire pour aller accélérer, transférer en sous-sol des gens qui prennent la francilienne éventuellement en voiture, sans se demander si on ne va pas avoir un effet rebond, exactement comme la leçon qu'on nous proposait de tirer de ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle. Donc il n'y a pas l'équation économique aujourd'hui, elle est loin d'être claire. Voilà. Et l'équation énergétique, donc j'y reviens, pardon, j'ai fait une circonvolution, c'est que voilà, c'est beaucoup plus efficace cette antenne 5G, elle va transporter beaucoup plus de données en consommant un peu plus d'énergie. Donc globalement par octet transporté, par unité d'énergie, c'est vachement mieux. C'est peut-être, on ne sait pas exactement, mais allez, j'en sais rien, 10 fois plus efficace. On ne sait pas parce que les opérateurs ne savent pas non plus, enfin les constructeurs ne savent pas non plus. Ça dépendra aussi des stratégies de déploiement des réseaux. On joue en fait sur le 5G, c'est la force de la 5G d'ailleurs, entre des antennes à longue portée, plutôt débit limité, des petites antennes, les small cells, qui sont plutôt à 300 mètres de portée, qui ont un grand débit. Et en jouant sur ces deux trucs-là, on a à la fois la couverture, la pénétration dans les bâtiments et le débit. Bref, donc du coup, c'est beaucoup plus efficace. Sauf qu'en face de ça, il y a évidemment deux choses. La première, c'est qu'on empile. C'est-à-dire quand on installe le réseau 5G, on l'installe par-dessus le réseau 4G, 3G, 2G, puisque même le 2G n'a pas été démonté pour différentes raisons. Donc, on est sûr que ça va consommer forcément plus. On va empiler. Alors, combien de fois plus? Il y a un peu débat. Ça dépendra de ce qu'on déploiera effectivement et du mix qui sera fait par les différents opérateurs. Et surtout, en fait, oui, ça va être bien plus efficace par unité transportée, mais il va y avoir ce satané effet rebond. Et là, ça ne sera pas un effet rebond version j'habite à 20 km au lieu d'habiter à 10 km. C'est l'effet rebond plus, c'est-à-dire une multiplication peut-être par, on n'en sait trop rien, 5, 10, 15, 100, 1000, on parle même de ces chiffres-là. C'est pas très dur à faire dans le numérique, on a déjà fait. Les données qu'on échange, les données qu'on stocke aujourd'hui, elles doublent tous les 18 à 24 mois. Donc multiplié par 1000, vous ferez le calcul, ça ne dure pas très très longtemps avec les puissances de 2, ça se fait assez bien et on peut convoquer les exponentielles que maintenant tout le monde connaît bien depuis les crises sanitaires. Quand on multiplie par 2 tous les 3 jours ou tous les 5 jours le nombre de cas, ça finit par faire très très mal très très vite, et ça marche pareil. Voilà. Et c'est l'effet rebond dont on parle, voilà, c'est pas parce qu'on a du progrès technique, le progrès technique il a un effet rebond. Et ça on le retrouve aujourd'hui sur plein de sujets. Par exemple, prenons l'automobile et l'aviation. Il y a des sujets extraordinaires qui sont, par exemple, est-ce que vous avez une idée, depuis 1950, à peu près, en 70 ans, quel est pour faire un certain trajet, quel est le gain en consommation de carburant et effet sur le climat, par exemple, de l'automobile et de l'aviation depuis 70 ans. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, on a gagné la moitié, etc. Et en fait, le gain, c'est à peu près zéro. C'est extraordinaire parce que, en litres au 100, une voiture conçue dans les années 30, donc avec la guerre, on va dire, elle est sortie en 45-50, mais les ingénieurs des années 30, à l'époque, ils considéraient que la consommation en litres au 100 d'une voiture, c'était à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Okay, autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Quel est le poids des voitures à l'époque qui sortent, on va dire, des années 40? Mais en gros, les petites voitures, c'est même pas 500 kilos. Et les grosses, ça peut aller, disons, vraiment les grosses, aller jusqu'à 1,5 tonne, 2 tonnes. Donc en fait, vous êtes entre 5 litres au 100 et 20 litres au 100. Aujourd'hui, la consommation des voitures, on va dire à essence, etc., les petites voitures en ordre de grandeur, c'est à peu près 5 litres au 100. Et les gros pick-up américains énormes, vous arrivez à 20 litres. Donc en gros, grosso modo, en litres au 100, alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu du progrès technique, très important, mais ce progrès technique, il n'a pas conduit à une réduction de consommation, finalement, par kilomètre. Alors il a conduit à du confort, évidemment, de la rapidité, plein de choses connexes. Mais il ne faut pas croire que le progrès technique a permis une réduction de consommation. Donc c'est exactement le paradoxe de Jevons sur l'automobile. Dans l'aviation, vous avez la même chose. C'est-à-dire que depuis les années 60, en fait, les moteurs, les avions, le progrès technique, c'est une division par 4 de la consommation. Depuis les années, on va dire, 60. Okay, division par 4, oui, extraordinaire. Oui, sauf qu'on a oublié que dans les années, en fait, à partir de la fin des années 50, des années 60, on est passé des avions à hélice aux avions à réaction. Et sur un même trajet, on a multiplié par 2 à l'époque la consommation. Donc les avions à réaction,
en conso, on divisait par 4. Mais si vous remontez 10 ans en arrière, on a fait x2. Donc déjà, x2 divisé par 4, vous n'êtes plus qu'à diviser par 2. Mais il y a un autre phénomène qui s'est passé dans les années 60, c'est que lorsqu'on est passé le parc à basculer des avions à hélice aux avions à réaction, qui étaient plus puissants, plus rapides, donc on a gagné en rapidité, on est passé de 600 à l'heure à 900 à l'heure, mais on a gagné aussi en altitude, parce qu'ils étaient plus puissants, ils pouvaient voler plus haut. Et donc on a créé les traînées de condensation, dont on parlait tout à l'heure. Et donc ces traînées-là, on a dit, ça a doublé à peu près l'effet sur le climat. Donc le bilan, c'est que si vous faites un trajet Paris-Rome, par exemple, en 1950, ou un trajet Paris-Rome aujourd'hui, vu du climat, c'est pareil. C'est étonnant. Alors vous allez aller plus vite, évidemment. Bon, vu du climat, c'est zéro. Sauf que l'écart, c'est zéro. C'est-à-dire tout le progrès technique, finalement, il a été dans du confort, de la vitesse, pas de problème. L'écart est zéro, unitaire. Mais alors le trafic, par exemple, de 1950 à 2019, c'est x300. C'est x300 le trafic. Donc l'impact de l'aviation en 1950 sur le climat était complètement négligeable et aujourd'hui est devenu quelque chose. Et la voiture, vous imaginez le parc automobile à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale par rapport à aujourd'hui, il a été complètement démultiplié. Mais c'est-à-dire que, en fait, quand on rajoute une nouvelle voie, le but c'est de se dire, tiens, il y a des embouteillages et tiens, si on l'élargit, on va fluidifier, les gens vont gagner du temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate quelques années plus tard? Alors, assez rapidement que ça s'engorge, de nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans le phénomène? C'est que, en fluidifiant, on a accéléré. Les gens ayant gagné du temps, mais raisonnant sur les temps de parcours, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? Ils en profitent pour gagner de la distance. C'est-à-dire s'installer plus loin. Par exemple, écarter la distance entre leur domicile et le travail pour profiter de cette fluidité qui permet de réduire le temps de parcours, puisqu'on a parlé que le premier moteur de raisonnement, c'est le temps de parcours, c'est pas la distance. Donc vous avez l'effet rebond qui se passe. Et il y a un deuxième effet aussi, c'est le monopole radical, je dirais à la Ivan Illich, qui fait qu'à partir du moment où vous augmentez les distances, il arrive un moment où vous êtes coincé. C'est-à-dire vous n'avez plus qu'un seul moyen de transport. À partir du moment où vous installez, par exemple, le travail à 20 ou 30 km, en fait, vous n'avez plus que le train de banlieue. Si vous avez une gare de banlieue et un train de banlieue pas loin, et sinon, c'est la voiture individuelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir en arrière, alors que tant que vous êtes dans une augmentation de distance qui a quelques kilomètres, il reste encore éventuellement, il resterait aujourd'hui avec le progrès technique, le vélo électrique, mais quand vous dépassez 15-20, ça y est, c'est mort. Vous tombez dans le monopole radical qui fait que vous ne pouvez plus choisir un autre moyen. Donc du coup, on élargit les voies en croyant faire gagner du temps aux gens. En fait, on leur fait gagner de la distance ou de la fréquence. Et donc, on se retrouve dans une situation 10, 20, 30 ans plus tard en train de dire, mince, en fait, c'est la panade comme avant.